Alors, bonjour Thomas. Bonjour Marine. Alors comme tu le sais, je suis française, je suis journaliste indépendante et je suis très intéressée par tout ce qui se passe au niveau des pays et de la région du Grand Lac africain. D'accord. Et j'aimerais pouvoir te poser quelques petites questions si ça ne te dérange pas. Donc, merci Marine, je suis très heureux d'avoir été invité par vous ici. Donc je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. D'accord. Donc on va commencer par une présentation. Alors comment vous présentez-vous? Ah, bon. Alors je m'appelle Thomas Nahimana, je suis né au sud-ouest du Rwanda, dans un village qui s'appelle Nzahaha. Et c'est là où j'ai fait mon éducation, disons, j'ai fait l'école primaire. Et puis, je n'oublie pas cette région parce que j'ai vu le jour là-bas. Et toute la vie que j'ai eue par après, je la tiens vraiment de là. Je me rappelle, par exemple, quand j'avais 8 ans, il y avait trop de conflits dans le couple de mes parents. Il n'y avait pas de paix à la maison. Donc, il y avait vraiment des bagarres presque tous les jours. Alors, j'ai vu quelqu'un venir chez nous. Il était blanc. Et il a parlé avec mon père pendant 2 heures. Et puis, il a parlé avec ma mère et mon père en même temps. Et quand il est parti, tout a changé chez nous. Et cette personne-là, c'était un prêtre. C'était un prêtre catholique de la Société des missionnaires. Donc, il a fait la médiation. Et ça m'a touché dans la petite tête d'un jeune garçon de 8 ans. J'ai vu qu'une personne comme ça pouvait être très utile pour la paix dans les familles. Alors, décidément, je cherchais à être comme lui. Je me disais, quand j'ai appris que c'était un prêtre, je me suis dit, un prêtre, ça sert à quelque chose. Au moins, ça ramène la paix en famille. Et je voulais être prêtre, mais je me disais aussi dans ma petite tête de jeune garçon de 8 ans que les prêtres, c'était des blancs. Parce que les prêtres qu'on avait, c'était tous des blancs. Je me disais, apparemment, je ne suis pas blanc, donc ce ne sera pas possible. C'est mon père, par après, qui m'a dit que c'était possible. C'est comme ça que j'ai pu rentrer au petit séminaire et puis grand séminaire. Et je suis devenu moi-même prêtre après. D'accord. Donc, une fois prêtre, alors j'ai travaillé surtout dans l'éducation parce que j'ai été toujours professeur dans les paroisses où j'étais comme responsable donc, de paroisse, mais je tenais toujours à enseigner dans les écoles secondaires. Mais mon évêque m'a confié une autre mission et c'était la responsabilité de la commission diocésaine Justice et Paix. Alors là, c'est là où j'ai ouvert les yeux sur le monde et que j'ai vu la misère de mon peuple, comme disait Dieu à Moïse. Parce que je pouvais rentrer dans les prisons, parce que je pouvais parcourir non seulement la région de Kyangougou, mais tout le pays. Alors j'ai vu comment la guerre de 90 à 94 et le génocide avait fait des ravages dans notre pays, avait détruit le tissu social et avait, disons, fait beaucoup de morts, plus d'1 million de morts. Alors là, c'était une société qui demandait la reconstruction. Et on essayait tous de faire de notre mieux. Alors, comme jeune prêtre, j'avais des idées, je pensais que je pouvais servir dans les paroisses où j'étais. Mais tout de suite après, j'ai remarqué qu'on n'était pas libre. Le régime qui était en place, le régime du Front patriotique rwandais qui avait pris le pouvoir par les armes en 1994, avait installé en fait un pouvoir qui ne donnait plus la liberté aux gens. Et c'est ce pouvoir qui devait reconstruire le pays qui l'a plutôt détruit beaucoup plus. Justement en essayant de faire quelque chose, en essayant de contribuer comme prêtre dans les écoles et dans la commission justice et paix, j'ai dû affronter la dureté de ce régime, ce qui m'a poussé en 2005 à l'exil aussi en France. C'est comme ça que je me suis exilé en France. Et arrivé en France, je me suis dit, en fait, je n'arrivais pas à dormir pendant les premiers 8 mois. Parce que je me disais, je ne fais rien ici. Le peuple est en train encore de souffrir de la dictature de ce régime. Et moi, je ne fais rien. J'ai commencé à dormir le jour où j'ai décidé, et j'étais à Bon Secours, c'était en Normandie, donc c'était à Rouen. Le jour où j'ai décidé de retourner à l'école, d'apprendre la politique, les sciences politiques, ou quelque chose qui en rapport avec la politique, parce que moi j'avais fait un peu de philosophie et de la théologie, c'était quand même 8 ans après le bac, c'était 8 années post-bac pour devenir prêtre. Mais ça ne suffisait pas, je ne comprenais pas comment un pays se gouvernait, et surtout je ne comprenais pas comment un pays pouvait se détruire, comme nous l'avons vu en 1994 chez nous.
avec des gens qu'on respectait, le président de la République, son gouvernement, l'Église, les leaders de l'Église, tout c'était là, mais ça n'a pas empêché le pays de nous tomber dessus. Alors ici, dans mon exil en France, je me disais qu'est-ce que je pourrais faire. C'est comme ça que je suis rentré en classe, plutôt à l'école, à l'université, pour apprendre la philosophie politique et puis le droit. J'ai vraiment commencé en première année pour faire du droit. Et quand j'ai terminé un master en droit, je me suis dit maintenant je peux parler. Et c'était en 2012. Et en 2012, j'ai pris une décision très très importante de mettre ma prêtrise entre parenthèses et de m'engager en politique. Et en 2013, j'ai fondé avec d'autres jeunes un parti politique et on s'est donné comme objectif de retourner au Rwanda pour participer aux élections présidentielles de 2017. Ce que j'ai tenté de faire en fait, j'ai tenté de retourner là-bas en novembre 2016. Et en janvier 2017, et à chaque fois, on m'a bloqué la route. En 2016, on m'a empêché de prendre, alors que j'étais à Nairobi, c'est la porte à côté de Kigali, on m'a empêché de prendre une correspondance pour Kigali. Et puis, nous avons été obligés de rentrer en France, moi en France, Nadine au Canada, et qui venait du Malawi, il a erré partout pour pouvoir retourner dans son pays d'exil. Après, on a fait beaucoup de diplomatie et le président de la République du Rwanda, le dictateur Paul Kagame, avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on m'empêchait de rentrer dans mon pays. Mais évidemment, dans son discours, il faisait peur en disant il semblait que la justice pourrait lui demander des comptes. Je savais qu'il n'y avait rien derrière. Et je lui ai dit merci, monsieur le président. Je prends l'avion le plus proche, le vol le plus proche pour pouvoir revenir. Et en janvier, effectivement, le 20 janvier 2017, j'ai tenté de retourner et là, on m'a foutu à la porte de l'avion alors que j'étais à Bruxelles. Alors, je me suis dit, voilà, les portes de mon pays me sont fermées. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là où j'ai appelé les forces de l'opposition qui le voulaient et nous avons lancé un gouvernement rwandais en exil. Et puisque vous m'avez demandé de me présenter, actuellement, donc je suis le président. J'ai été choisi comme président de ce gouvernement. Nous avons un vrai gouvernement, un gouvernement qui est en exil évidemment, un gouvernement de bénévoles. Mais je pense que la pression que nous mettons sur le pouvoir à Kigali pourrait faire la différence. Voilà ma présentation. Ok. Et est-ce que vous êtes du coup toujours prêtre catholique à côté de ça ou pas? Alors, prêtre catholique, c'est compliqué parce que je disais que j'ai mis entre parenthèses ma prêtrise, c'est-à-dire que j'étais en paroisse ici même au Havre. J'étais en paroisse, j'ai travaillé à Montivilliers, surtout. J'avais travaillé 3 ans à Rouen, à Bon Secours une année, et puis à Elbeuf 3 ans. Mais quand j'ai pris la décision en 2012 donc, de rentrer en politique, j'ai arrêté, je me suis mis en disponibilité. Et comme je m'engageais dans la politique active, mon évêque, qui est maintenant décédé donc, du Rwanda, de Cyangugu, a pris une mesure disciplinaire, ce qui est logique, de me suspendre des activités de prêtre. Je m'étais suspendu moi-même, je n'étais plus en paroisse. Mais donc, pour répondre à votre question, je suis toujours prêtre, qui n'est pas un exercice, qui n'exerce pas, mais je ne suis pas renvoyé de l'état clérical et je n'ai pas décidé de défroquer comme on dit. Donc je suis prêtre, mais en réalité, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le pays. Ce qui m'intéresse, c'est le gouvernement de ce pays-là. Je ne pense pas un jour redemander, non, évidemment, on ne sait jamais, redemander de rentrer dans le ministère encore actif, dans le ministère de prêtre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'avais eu quand j'avais 8 ans. Sentir cette vocation de consacrer ma vie au service des autres et que je m'étais orienté vers la prêtrise en croyant que c'était ma vraie vocation. Mais par après, maintenant, j'ai compris qu'il fallait m'engager beaucoup plus que dans une paroisse, donc pour le pays. Prêtre, je le suis, je le serai toujours, puisque la prêtrise, c'est un sacrement, donc c'est comme ça qu'on dit. On est prêtre pour l'éternité, mais après, non, je n'exerce plus. D'accord. Ouais. Vous dites que vous présidez un gouvernement rwandais en exil, mais sur quelle légalité se porte-t-il? Alors, bonne question. Bon, il y en a qui nous posent aussi cette question, sur quelle légalité. Donc, je me rappelle tout de suite de l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui disait « Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, notre gouvernement est une association et à ce titre, sa légalité tient, disons, au droit des contrats. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fermées. Nous avons donc notre association, puisque c'est une association, comme tous les autres partis politiques d'ailleurs sont des associations, donc à une charte que nous avons, la charte du 20 mars 2018. Donc c'est déjà une sorte de statut. Après, vous savez que les associations même de fait sont autorisées à opérer. Donc l'essentiel, c'est que nous, l'objet de notre association, c'est la politique, donc c'est l'intérêt général du peuple rwandais. Donc, en termes de l'égalité, nous sommes en droit de pouvoir nous organiser, opérer, rechercher la paix, rechercher à maintenir, à soutenir, à privilégier ces droits naturels et inaliénables de l'homme qu'on a mis très, très à mal au Rwanda. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression, c'est ce que nous essayons de faire maintenant. D'accord, ok. Paul Kagame, du coup, gère le pays maintenant depuis 29 ans. Quelle appréciation pouvez-vous faire par rapport à sa gestion du pays? Une question importante. Je voudrais ajouter un petit mot sur la question que vous veniez de me poser, sur la légalité de notre gouvernement, parce qu'il y a la légitimité aussi. Parce qu'une association peut tenir sur sa légitimité. Je trouve que notre gouvernement est très légitime du moment qu'il répond vraiment aux attentes du peuple qui cherche à se libérer. Ils nous soutiennent, nous le savons, et cette légitimité est plus importante que la légalité. Le gouvernement de Kagame est légal, mais il fait beaucoup de mal au peuple. Alors j'en reviens à la question que vous venez de me poser. Donc c'est la question la plus essentielle. Parce que notre appréciation par rapport à la gestion du pays par Paul Kagame et son parti, le Front patriotique rwandais. Alors, c'est toujours compliqué de pouvoir dire la nature de son régime. Parce que beaucoup de gens, très peu, disons, ont cherché à comprendre la vraie nature de son régime. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur cette terre, je crois. C'est un régime sui generis. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est un régime qui met beaucoup de moyens dans le lobby pour peindre l'extérieur, pour se montrer comme un régime très démocratique, comme un régime qui développe le pays, alors qu'il n'en est rien. Mais je vous dis qu'ils ont mis beaucoup de moyens pour acheter tous les médias que vous connaissez internationaux. Ils ont pu placer des gens à la BBC, à la Voix d'Amérique, à RFI, partout, ils ont essayé de mettre les gens et de payer des journalistes eux-mêmes pour deux choses. Pour dire beaucoup de bien de ce régime et pour miser les opposants. Et nous avons même des documents où ils ont payé des millions de dollars pour payer les gens qui vont dire que le leader de ce régime est un leader charismatique, visionnaire, alors qu'il n'en est rien. Ça, c'était la première chose. Et si les gens arrivaient à comprendre que ce régime sait manier avec brio le mensonge et la désinformation, eh bien, ils pourraient peut-être faire le pas suivant de comprendre ce que c'est ce régime. Alors, si vous me demandez de décrire ce régime, moi, je dirais le mot dictature ne suffit pas pour dire ce que le régime de Paul Kagame et son front patriotique rwandais. Moi, je dirais plutôt que c'est une tyrannie très brutale, extrêmement cupide, très dangereux pour les vies, pour les libertés publiques et les droits fondamentaux, et sans frontières. Je vais vous dire pourquoi je dis les choses comme cela. Tyrannie, évidemment, c'est un pouvoir sans partage. Voilà. Ils ont fermé l'espace politique. Ils ont, à eux seuls, le droit de faire de la politique dans le pays. Les opposants sont des ennemis à abattre. Là, on est habitué. Ça fait 29 ans qu'on vit avec ça. C'est pour ça que tous les opposants, ils sont à l'extérieur. Pas d'opposants à l'intérieur. On est obligé de partir en exil. Et avec peu de chance, on est assassiné parce qu'ils ont été assassinés à l'étranger. Donc je dis qu'il est très brutal parce que justement, il y a une journaliste canadienne qui vient de publier
un livre, L'éloge du sang. D'accord. Donc c'est un livre sur les crimes du FP de Paul Kagame et de sa clique. Et la journaliste est canadienne, on a tenté plusieurs fois d'assassiner aussi, mais je pense que ce journaliste, ce qu'elle raconte, elle a énuméré les cas où on a assassiné des milliers, des centaines de milliers de gens à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Alors c'est vraiment un régime trop brutal. Là, ils assassinent les journalistes, ils assassinent les chanteurs, comme un jeune qu'on aimait bien, qui s'appelle Kizito Mihigo. C'est incroyable ce qu'ils font. Et puis je disais que trop cupide. Parce que c'est un régime en réalité qui n'a rien à voir avec l'intérêt général, le bien du peuple. Et ils poursuivent les richesses du pays, c'est la même base sur les richesses du pays, et même les avoirs des particuliers à l'intérieur du pays. Donc l'argent, c'est ce qui les intéresse. D'accord. Et puis je dis que ce régime est sans frontières, parce que puisqu'ils ne poursuivent que les richesses donc, du pays et des particuliers, donc ils ne respectent même pas les frontières. Ils traversent et vont voler, piller même les pays voisins. Le Congo, par exemple, la République démocratique du Congo, c'est la guerre depuis 1996. C'est la guerre jusqu'à présent. Donc ils font la guerre là-bas juste pour tuer les gens. Mais ce n'est pas seulement pour tuer, mais pour piller ce pays-là, qui est regorgé de matières premières énormes. Bon, alors je disais que c'était trop dangereux, trop dangereux, parce qu'à chaque fois, ce régime a mis en péril tous les pays de la région. Ils organisent la déstabilisation totale de la région des Grands Lacs. Comme ça, ils se sentent, voilà. Ils sont devenus actuellement gendarmes de l'Afrique. Ils envoient des soldats partout, soi-disant pour participer à pacifier ces régions. Mais à chaque fois qu'il y a une portion de l'armée rwandaise qui arrive dans un pays, ils organisent le chaos. Voilà. Donc c'est comme ça que je pourrais décrire ce régime. Après, ils ont une stratégie que maintenant nous connaissons. Ils fonctionnent comme de la mafia. Ils organisent justement les lobbies, c'est-à-dire manipuler le mensonge et la corruption. Ils corrompent tout le monde. Je ne sais pas comment le dire, mais toutes les personnalités mondialement connues qui se sont approchées de ce régime, ou bien ce régime les a corrompus, ou il a tenté de les corrompre. En offrant des sommes d'argent énormes, ou bien en offrant des femmes qui sont entraînées à faire ça. C'est connu, mais il y a des chefs d'État actuellement en Afrique qui ont été obligés de prendre une deuxième épouse qui doit être absolument rwandaise. Et ce qui se passe après, je ne rentrerai pas dedans, ce serait un autre genre littéraire, quoi. Bon. Mais cette stratégie fait beaucoup de mal aux Rwandais, au Rwanda et à l'extérieur du Rwanda. Alors, comme vous me posiez la question sur la gestion, notre appréciation sur la gestion du FPR et de Kagame sur le Rwanda, c'est une faillite totale. Donc, ils n'ont pas pu reconstruire le pays, qu'ils ont eux-mêmes participé à démolir, puisque c'est eux qui ont lancé la guerre contre le Rwanda le 1er octobre 1990 en provenance de l'Ouganda. Pendant 4 ans, ils ont tué les gens. Ils ont fini par prendre le pouvoir, mais après un génocide incroyable, après avoir, disons, tiré sur l'avion où ont péri 2 présidents de la République, celui du Rwanda et du Burundi. Après, les gens se sont entretués, les Rwandais se sont entretués, ou plutôt le FPR a tué beaucoup de gens. Le régime qui était en place a essayé de se défendre aussi en tuant des innocents aussi. Et c'est ce qu'on a appelé le génocide des Rwandais. L'ONU l'a appelé génocide des Rwandais. Et je pense que l'ONU savait ce qu'il disait. Parce que ce ne sont pas seulement les Tutsis qui ont été assassinés, ils ont été assassinés. Beaucoup de Tutsis ont été assassinés pendant une période de 100 jours. Mais après, le FPR faisait la même chose dans la partie qu'il occupait. Et puis, il a continué jusqu'à présent. Il a massacré les gens au Rwanda, il a massacré les réfugiés au Congo. Il y a même un rapport qui est sorti, un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping, le 1er octobre 2000, où ils disent que vraiment ce qui s'est passé au Congo, ils ne parlent que du Congo, par l'armée du Rwanda qui avait envahi ce pays, c'était un génocide
ça pourrait être qualifié de génocide si un tribunal venait à être mis en place pour gérer cette affaire. Donc ce sont des vrais génocidaires, nous savons. Nous n'attendons pas le tribunal pour le dire. Ils l'ont fait, ils ont assassiné plus de 6 millions de Rwandais et Congolais au Congo. Alors, donc, ce régime n'a pas pu, la gestion est une catastrophe, la gestion du pays. On ne sait pas encore comment il va partir. On espère qu'il va partir bientôt parce qu'il a fait trop de mal. Et surtout, il n'a pas construit le Rwanda, contrairement justement aux lobbies qui disent que le Rwanda s'est développé, le Rwanda est pacifié, rien de tel. Voilà. D'accord. Et en 2022, pensez-vous que le Rwanda s'est pacifié ou pas du tout? Actuellement, on ne peut pas parler de pacification puisque maintenant le Rwanda est en guerre, encore une fois, en guerre contre le Congo. Il y a des centaines de Rwandais qui meurent au Congo dans une guerre insensée et qui mettent en péril aussi le peuple congolais, évidemment. Parce qu'ils assassinent aussi des Congolais. Et le Rwanda n'est pas pacifié du tout, puisque cette tyrannie n'ouvre pas encore l'espace politique. Vous voyez, comment pourrais-je dire que le pays est pacifié quand je suis privé de rentrer dans mon pays alors que je le voudrais bien? Alors que je voudrais participer à la vie nationale, à me présenter aux élections, mais je n'ai pas ce droit-là. Et je ne suis pas le seul. Tous les autres, ils sont comme ça. Où est la paix dans tout cela? Cette paix que j'avais recherchée quand j'étais jeune enfant, la paix dans les familles, la paix dans le pays, eh bien, elle n'est pas encore au rendez-vous. D'accord. Ouais. Quelle est votre position par rapport à la guerre qui fait rage à Kivu? Merci de me poser la question, parce que la guerre du Kivu, la guerre du Congo, c'est un scandale. C'est le régime rwandais qui traverse les frontières et massacre les Congolais sur le sort de leur pays pour piller leurs biens, pour piller leurs richesses. Ce qui me donne du courage en ce moment, c'est que le peuple congolais a ouvert les yeux sur la situation et essaie de gérer la situation maintenant. Ils ont un nouveau leader que je respecte beaucoup, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris que l'ennemi du peuple congolais n'était pas le Rwanda, n'était pas le peuple rwandais. Il dit que le peuple rwandais, c'est un peuple frère, et c'est vrai en fait. Il dit que le vrai ennemi du régime, c'est Paul Kagame et son régime. Il est même allé jusqu'à dire que, en fait, et là je le rejoins vraiment complètement, il n'y a pas de paix possible au Congo si le régime de Paul Kagame reste en place à Kigali. Donc il faut mettre dehors ce régime pour que toute la région, c'est pas que le Congo, pour que le peuple rwandais se libère, pour que le Congo retrouve la paix, mais aussi les pays voisins. Donc c'est une situation inédite. De voir un pays qui crée des mouvements de rébellion tout le temps pour déstabiliser la région et pour déstabiliser le Congo en particulier et pour aller voler et pour aller piller les richesses de son pays. Donc ma position est que c'est une guerre qui n'a pas raison d'être, qui n'a pas raison de continuer. C'est une guerre qui doit s'arrêter assez rapidement pour que le peuple congolais retrouve sa souveraineté. Mais en même temps, je dis que cette guerre est une opportunité pour mettre à la porte le régime de Kigali. En fait, ce régime ne peut pas prendre de décision d'arrêter la guerre. Parce qu'ils ont organisé leurs finances, leur économie sur une économie de guerre. Donc, sur le pillage du Congo, des ressources du Congo. Donc, ils ne peuvent pas arrêter ça. Ils tomberaient en faillite. Donc, ils vont continuer jusqu'à ce que on puisse le vaincre militairement sur le terrain militaire. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment le président Tshisekedi à donner beaucoup de puissance à son armée pour pouvoir se défendre. Et comme il dit, s'il pouvait nous aider, les opposants, eh bien, à mettre à la porte ce régime de Kagame, ce serait une bonne chose. Et pour toute la région. D'ailleurs, je lui ai écrit un message en disant, eh bien, un nouveau régime pacifique à Kigali, c'est l'autre nom de la paix en République démocratique du Congo et de l'harmonie dans toute la région. Et je crois que j'ai raison, et je crois que le président Tshisekedi a raison aussi. D'accord. Le Rwanda soutient-il vraiment le M23? Alors, le M23, c'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23, qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc, il le soutient ouvertement. Des rapports d'ONU l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes... C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais,
90% des Rwandais soutiennent le Congo. Dans cette situation, soutiennent le président qui dit qu'il pourrait même se défendre militairement contre notre pays. Parce que nous savons que le régime de chez nous n'est pas un régime qui tient la route, donc c'est une tyrannie, comme je disais, donc très, très brutale, très cupide. Ils cherchent que de l'argent, et puis sans frontières, ne respectent pas les frontières des autres. Donc on est avec les Congolais, on les soutient, on les comprend. On est très touché, on est très malheureux par les misères que ce régime les pousse à vivre. Et voilà. Donc, le M23, c'est la création de Kigali. Ils sont en train de massacrer les Congolais. Ils sont en train de commettre un vrai génocide. De l'autre côté, encore un génocide de plus. Et il n'y a pas de doute sur ça. C'est le Rwanda qui est responsable de ça. Il devrait répondre. Donc, ce n'est pas le Rwanda, c'est ce régime de Paul Kagame. Qui est responsable, il devrait pouvoir en répondre devant des tribunaux, quoi. D'accord. Ouais. Et alors que je dois ajouter, alors que je vous parle, donc on est en train de parler de Paul Kagame, moi j'avais affirmé il y a 2 ans que cet homme était mort parce que depuis, j'avais eu des informations qu'il était tombé très 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 malade en 2020 et qu'il avait été soigné à Londres et en Israël, et qu'il était en Israël, j'étais tombé sur les informations de sa situation à l'hôpital, que son cerveau était complètement grillé par un cancer ou je ne sais pas quoi, que les médecins ne pouvaient rien faire, et je sais comment il était rentré vraiment à l'article de la mort, et après on n'a pas su comment ça s'est passé, mais cet homme-là, on ne l'a pas vu pendant 2 ans. Okay. Donc, il ne s'est pas montré, toutes les institutions du pays étaient bloquées et nous avons déclaré que cet homme était mort. Par après, ils ont essayé de montrer des vidéos. C'est le bazar le plus complet sur cette situation. Mais moi, comme un opposant, comme quelqu'un qui prétend, qui a de l'ambition à devenir président de la République de ce pays, évidemment, vous en doutez, je regarde au jour ce poste. Pour voir s'il est vacant. Et moi, je crois que ce poste est vacant, malgré toute la mise en scène qu'ils essaient de faire. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ce poste est vacant. On n'a pas de président au Rwanda, mais c'est un régime, justement, c'est une tyrannie qui s'est organisée par peu de personnes, qui cache beaucoup de choses, qui manipule avec brio, comme je disais, le mensonge et la désinformation. Donc, ils sont capables de faire ça. Mais je ne vous entraîne pas dedans. Je persiste et signe que ce poste est vacant. D'accord. Ouais. Ok. Et si votre gouvernement en exil pourrait un jour prendre le pouvoir, ça serait par quelle voie? Bonne question. Oui, bien sûr que notre gouvernement, donc parmi les objectifs de ce gouvernement, donc de la charte du 20 mars 2018, eh bien, le premier objectif était de se préparer pour remplacer ce gouvernement, le gouvernement de Paul Kagame. Alors, la voie, évidemment, quand on pense à prendre le pouvoir, à arriver au pouvoir, il faut penser, si on n'a pas de voie qui tient la route, donc vous n'y arrivez pas. J'avais parlé de la légitimité de notre gouvernement, puisque ce que nous faisons, ce n'est pas seulement de rêver de remplacer ce régime, mais nous faisons beaucoup d'autres choses, de plaider pour le peuple, de pouvoir mobiliser le peuple à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Nous avons de la chance. J'avais dit qu'ils avaient acheté tous les médias du monde, mais Internet et YouTube nous a sauvé la vie parce que nous étions privés de parole. Mais actuellement, nous pouvons parler, nous pouvons faire des émissions, nous avons tout organisé et le peuple nous suit. Et cela me donne l'espoir de dire que si des élections libres et démocratiques étaient organisées, moi, avec mon gouvernement, là, on gagnerait haut la main. Je peux le dire, je suis confiant. Donc, des élections, oui. Sinon, puisque ce gouvernement qui est là depuis 29 ans continue quand même de vouloir prendre le pouvoir par la force, nous disons que le peuple, et on l'entraîne pour ça, on le mobilise pour ça, pourrait un jour se soulever et faire une révolution populaire et faire partie de ce pouvoir. Nous sommes capables, le peuple rwandais peut le faire. Sinon, puisqu'eux aiment la guerre et qu'ils lancent la guerre partout, notamment la guerre du Congo, c'est une autre voie qu'ils sont en train d'ouvrir parce que les gens ne se feront pas massacrer tout le temps. Je pense qu'une guerre pourrait les faire partir.
que ce soit nous seuls, que ce soit avec les peuples voisins comme le Congo qui en a marre de la guerre, je pense qu'une guerre peut les faire partir. Évidemment, moi je suis, bon, comme on disait dès le début, je suis fondamentalement un prêtre, je suis un homme pacifique. Ce serait vraiment de soutenir la guerre, ce serait par pis-aller. Mais je pense qu'on finira par y arriver. Voilà. Mais le pouvoir, on y arrivera. Je suis sûr qu'on y arrivera, on est préparé pour cela, on est prêt à mourir pour ça. Je pense que le pouvoir, on va y arriver. Ils ne vont pas rester encore au pouvoir plusieurs années. Non, ils sont à bout. Et nous sommes fatigués de ce régime, de cette tyrannie. Je pense qu'il est temps de nous lever avec le peuple eh bien, pour prendre le pouvoir. Et c'est possible. Et c'est légitime, en plus. Ouais. D'accord. Bah, écoutez, moi, mes questions sont terminées. Je vous remercie de tous ces détails. Merci beaucoup, Marine, de m'avoir invité chez vous. Donc, j'espère, c'est la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce sera pas la dernière, je pense pas. Merci de nous aider à faire connaître la situation du Rwanda, au-delà des mensonges et des manipulations auxquelles on est habitué par ce régime. Je pense que la vérité finira par faire son chemin. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame. Merci. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille, de vous adresser mes vœux les meilleurs pour Noël et le Nouvel An. Merci. Merci beaucoup, madame.